Je me fie vraiment sur Radio-Canada pour tout ce qui est niveau information dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment mon lien avec l'extérieur. Radio-Canada est important sur tous les points de vue. Il est au cœur de nos vies, partout à travers le Canada. Pour moi, ça permet justement aux régions éloignées d'avoir accès à des nouvelles et puis accès à la culture française à l'extérieur du Québec. Radio-Canada, pour moi, c'est une partie de notre identité en tant que Canadien. Ah, les coupures, ça va faire, là. Ça va faire, les coupures. C'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est du vol d'intelligence. Je trouve ça un peu inquiétant pour l'avenir de Radio-Canada. J'étais là lorsque Radio-Canada est apparu. Puis je comprends même pas pourquoi on se rébelle pas plus que ça. J'aimerais moins être là pour voir cette disparition. Je ne comprends pas le gouvernement fédéral de s'attaquer à ça parce que ça va à l'encontre de l'unité canadienne si jamais ça les intéresse, cette question-là. Je dirais qu'on n'arrête pas de couper à Radio-Canada, puis on peut se demander vraiment qu'est-ce qui va rester à un moment donné. Il faut que ça arrête, là. C'est comme une hémorragie, tu sais. Il faut que ça l'arrête. Moi, je suis inquiète parce qu'une coupure par-ci, par-là, à chaque année, ça met en danger l'intégrité de Radio-Canada. C'est plus qu'important, je dirais que c'est crucial pour refléter nos valeurs, notre identité collective, ce qu'on est. On est 7 millions de francophones perdus dans 300 millions d'anglophones. C'est pas ce que j'attends d'un premier ministre. En réalité, en tant que Canadienne, je suis prête à payer davantage pour la qualité de l'information et la représentativité de notre société. Moi, le financement de Radio-Canada, ça va influencer mon prochain vote. Moi, ça va être mon deuxième vote cette année. Ça fait pas très longtemps. Lors d'une prochaine élection, si un parti politique prenait position en faveur du maintien des postes puis du financement de Radio-Canada, c'est sûr que ça pourrait influencer mon vote. Je vais voter pour quelqu'un qui veut que Radio-Canada reste. C'est sûr que ça me tient beaucoup à cœur. Monsieur le Premier ministre, je compte sur vous. Il faut arrêter les coupures de Radio-Canada. Il faut refinancer Radio-Canada de façon adéquate. Vous êtes le garant de nos institutions, de notre démocratie. C'est votre responsabilité. Bienvenue à cette émission spéciale des Amis de la radiodiffusion en ligne. Suite aux nombreuses compressions à notre radiodiffusion publique, Radio-Canada, le public s'inquiète de son avenir. Nous savons qu'à l'approche d'élections générales, les partis précisent leur politique. Nous avons donc invité les chefs des partis politiques ayant des élus à la Chambre des communes de nous livrer leur vision de l'avenir de Radio-Canada. Maintenant, nous entendrons M. Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada. C'est avec un immense plaisir que je vous présente la grande journaliste Francine Pelletier, qui interrogera M. Trudeau pour vous. Francine? Merci, Ian. Et mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Les chefs parlent de Radio-Canada. Ce soir, avec le chef du Parti libéral du Canada, M. Justin Trudeau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Alors, vous l'avez entendu comme moi, les gens sont très inquiets, les francophones notamment. C'est pour eux et pour elles, c'est une question d'identité. Advenant que vous formiez le prochain gouvernement, vous serez le garant de nos institutions et de notre démocratie. Que pensez-vous faire pour sauver non seulement l'honneur de Radio-Canada, qui est de plus en plus mis à mal, mais les services de Radio-Canada? Il faut comprendre le rôle du diffuseur public partout dans les démocraties du monde. C'est d'informer le public, c'est de faire des citoyens de plus en plus engagés et c'est très important au 21e siècle. Mais en plus, Radio-Canada, comme tel son mandat, c'est de nous rassembler d'un bout à l'autre du pays dans nos deux langues officielles pour célébrer nos histoires locales, mais aussi pour qu'on se retrouve en tant que citoyens d'un grand pays à être unis, à avoir une vision et des valeurs semblables. Alors, pour moi, c'est pas juste une question de protéger une institution, c'est de protéger les valeurs canadiennes, ce qu'est le Canada, un pays ancré dans la diversité, mais où on partage nos rêves, nos histoires, notre réalité à travers le pays. Et pour ça, Radio-Canada a besoin de financement stable, long terme, prévisible, et a besoin d'avoir une indépendance certaine des gouvernements, du gouvernement de l'heure et de la partisanerie politique pour qu'elle puisse justement
informer et aller au fond des choses pour garder la citoyenneté les plus puissants possibles. Alors concrètement, est-ce que ça veut dire que vous vous engagez, et c'est une question qui nous vient d'ailleurs d'un téléspectateur de Saint-Michel au Québec, est-ce que vous vous engagez à réparer les pots cassés par le gouvernement Harper, c'est-à-dire que toutes les coupures sous Harper, ça n'existerait plus? Oui, les coupures de 115 millions de dollars par année et d'autres, nous allons les renverser prime abord. Mais ensuite, ça nous prend une réflexion profonde sur quelle sera la meilleure façon de protéger et d'assurer la croissance et la puissance de Radio-Canada dans un univers médiatique qui est toujours changeant. La numérisation, l'Internet, comment est-ce qu'on va arriver à avoir notre diffuseur public à la hauteur de toutes les exigences et des besoins des années à venir? À ce niveau-là, on va être ouvert à regarder toutes sortes de choses. Mais on sait que bien avant les coupures sous le gouvernement Harper, il y a eu souvent des coupures dans le passé. Et en plus, on est un des radiodiffuseurs au monde qui est le plus mal financé. Alors, une autre question qui nous vient cette fois d'une personne de Laval demande comment assurer que le fameux mandat, le vaste mandat de Radio-Canada soit protégé? D'abord, reconnaître que le mandat de Radio-Canada est au cœur, pas juste de la société Radio-Canada, mais de notre société canadienne, de créer des façons de se partager nos histoires, nos préoccupations, avoir de bonnes nouvelles. C'est au cœur de ce que nous devons en tant que démocratie. Alors, on l'assure en faisant plusieurs choses. D'abord, un financement adéquat. Oui, il y a eu des coupures dans le passé aussi, mais ce qui caractérise ces coupures-ci par ce gouvernement, c'est que, oui, pendant les années difficiles des années 90, on a dû faire des choix, mais ça a été des choix obligés. Cette fois-ci, on voit que le gouvernement est en train de couper par idéologie et par choix et pas par nécessité. Et c'est ça qui est tellement désolant. Et si on n'avait pas eu tellement de partisanerie, même dans la gouvernance de Radio-Canada, que 9 sur 11 des directeurs de Radio-Canada ont été des membres ou bien des donateurs au Parti conservateur. Honnêtement, c'est le conseil d'administration qui devrait être en train de rouspéter contre ces coupures, mais ils ne sont pas en train de le faire, ils sont complètement absents. Tu ajoutes ça à un gouvernement qui régulièrement fait du financement sur le dos de Radio-Canada en faisant des attaques à la Chambre des communes. On voit qu'on a un diffuseur public qui a peur de trop attaquer le gouvernement parce qu'on a le sens qu'il va y avoir plus de coupures. Alors, cette précarité n'est pas au service des citoyens, et je dirais même que ce n'est pas au service du gouvernement, parce qu'un gouvernement moderne se doit de miser sur la transparence, sur la rigueur intellectuelle, sur une ouverture et une imputabilité qui se doit d'être fournies par nos journalistes, par nos services de nouvelles, nos documentaristes. Et ça, ce n'est pas en train de se passer parce que Radio-Canada se trouve dans une position précaire. Selon vous, quel devrait être le mandat de Radio-Canada? De créer des citoyens informés, ouverts, confiants, conscients de leur potentiel en tant que citoyen, mais aussi de leur responsabilité en tant que citoyen d'un grand pays comme le Canada. Et ça se fait quand Radio-Canada est un moteur de nouvelles, de journalisme, de documentaire, mais aussi de culture, de pouvoir appuyer nos artistes, nos créateurs, de célébrer ce que nous avons ici comme source de fierté. Ça fait partie de devenir une société mature, confiante, prête à se présenter à la planète entière pour partager ses histoires, ses succès, ses défis et aider les gens qui vivent des défis pareils. Mais est-ce qu'on pourrait être rendu à un moment de notre histoire où le fameux mandat devrait être revu? Et là, je pense
particulièrement à l'aspect du mandat qui implique les services français et anglais. Ça a toujours été, dès le début, une volonté et une nécessité pour le pays d'avoir les services dans les deux langues. Mais avec les années, on voit que ça a évolué de façon différente. Radio-Canada a un public plus ou moins captif, en tout cas une popularité auprès de ses téléspectateurs que CBC, ou du moins la télévision, n'a pas. Et maintenant, avec les coupures, le côté francophone, aussi bien qu'anglophone, font les frais de ces coupures. Et on se demande si est-ce que le temps ne serait pas venu de peut-être différencier les deux, parce que nous avons quand même deux publics un peu différents, deux façons de faire, on le sait, un peu différentes. Qu'en pensez-vous? Bien, je pense que d'abord, CBC peut énormément apprendre des succès de Radio-Canada en termes de création de contenu que les gens aiment écouter. Alors, je comprends que oui, appliquer un même standard à travers la compagnie, c'est peut-être pas l'idéal. On devrait pouvoir avoir un peu plus de flexibilité. Mais moi, je voudrais pas diminuer l'importance de cet échange, du travail ensemble, de se dire qu'on a un radiodiffuseur public qui travaille dans les deux langues officielles. Faut garder cette unité. Faut pas trop se retrouver à dire « OK, bien ça marche ici, ça pourrait jamais marcher là ». Au contraire, je pense qu'au Canada anglais, on a beaucoup à apprendre de la réussite culturelle du Canada français en termes de contenu. Mais et ça, vous aviez dit pour la télévision, mais si on regarde pour la musique, par exemple, les radios de la CBC ont vraiment fait énormément d'efforts pour souligner, pour célébrer des artistes canadiens. Et c'est à cause de ça que la musique canadienne-anglaise, elle aussi, comme la française, s'épanouit pas juste à travers le Canada, mais à travers le monde. Alors, je sais qu'on a beaucoup à se partager. Je suis très ouvert à avoir une réflexion particulière sur les besoins précis des deux différences et peut-être un certain niveau d'indépendance d'approche, je veux bien, mais moi, séparer Radio-Canada et CBC, c'est pas, je pense que c'est pas la meilleure solution, mais ça fait parmi les réflexions que j'espère qu'on va avoir de façon importante dans les années à venir. Mmh. Parmi les réflexions qui se font en ce moment par rapport à l'avenir de Radio-Canada, certainement par rapport à la direction actuelle, on n'a que d'yeux pour la numérisation. On dit que c'est l'avenir, on cherche un public plus jeune avec la numérisation. En même temps, on fait les frais un peu des services plus traditionnels de la radio et de la télévision. Que pensez-vous de ce fameux virage numérique? Bien, je pense que c'est une progression. Ça ne devrait pas être un virage. C'est sûr que je suis très ancré dans l'univers numérique ces jours-ci. Et pour moi, je comprends à quel point c'est important d'aller être présent et bien ancré dans ce monde numérique. Mais la radiodiffusion classique va demeurer pendant encore bien des années extrêmement importante pour un grand nombre de Canadiens. Alors, c'est toujours une question d'utiliser les nouveaux outils qu'on a pour remplir notre mandat sans nécessairement arrêter ou mettre de côté une source d'information traditionnelle qui est très importante pour les gens. Et je trouve d'ailleurs que ce que Radio-Canada a toujours bien fait depuis longtemps, c'est d'aller chercher des jeunes réalisateurs, des jeunes producteurs, des jeunes comédiens qui sont au début de leur carrière, des jeunes journalistes, pour leur donner une chance de s'épanouir, d'apprendre leur métier, de partager de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Et je trouve que c'est quelque chose que Radio-Canada devrait commencer à faire encore plus, d'aller chercher justement des jeunes qui sont présents dans cet univers numérique. Mais c'est eux qu'on met à la porte en ce moment. C'est exactement eux qui perdent leur emploi. Là. Et c'est exactement le problème avec les coupures qu'on est en train de vivre, parce que Radio-Canada est en mode survie maintenant et pas en mode service long terme de la population. Et c'est ça qui est si désolant de la situation actuelle. Parce que je me souviens toujours de ce que dit Winston Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il y avait des coupures dans tous les différents ministères. Il a dit non, on ne coupe rien à la culture parce que
c'est pour ça qu'on se bat. C'est la raison de notre existence. Alors, de vouloir couper un peu partout sans comprendre l'avenir qu'on est en train de bâtir, pour moi, c'est désolant. L'autre grande question qui se pose en ce moment par rapport à où va Radio-Canada, c'est la question de la commercialisation. Pendant longtemps, une des marques qui distinguait Radio-Canada CBC de ses compétiteurs, c'est l'absence de publicité. De plus en plus, nous avons de la publicité. Alors, quoi faire face à cette commercialisation galopante à Radio-Canada? Bien, je pense que, d'abord, si on commence à donner un financement adéquat, on va pouvoir freiner cette commercialisation, mais il faut aussi comprendre qu'un diffuseur public ne devrait pas être en train de compétitionner directement avec des diffuseurs commerciaux. C'est pas la même chose. Et bien, comme on a entendu avec les gens qui sont si passionnés par rapport à Radio-Can, les gens comprennent qu'il y a une différence. Et ce que nous devons faire, c'est d'assurer qu'il y a des pistes pour réduire le nombre de publicités, pour avoir une réflexion très délibérée sur quelle proportion devrait venir des publicités et quelle proportion devait venir directement des contribuables. Donc, vous n'êtes pas prêt à vous engager pour dire qu'il n'y aurait plus de publicité à Radio-Canada? Non, je pense que je comprends ce désir de se remettre dans cette direction-là, mais ça fait partie d'une grosse conversation sur comment s'articulera Radio-Canada. Quand on regarde les publicités sur l'Internet, maintenant, c'est très différent de ce qu'on a dans la forme traditionnelle à la télévision. Il y a sûrement des moyens de continuer à avoir un certain revenu au niveau des publicités sans venir trop défaire ou de brimer ce mandat important de diffuseur public. C'est une conversation, mais on n'a pas toutes les réponses encore. Vous avez mentionné plus tôt l'ingérence politique. Alors, parlons-en de l'ingérence politique. Dernièrement, en visite à Québec, M. Harper a fait une sortie qui a été très remarquée, qui a fait couler beaucoup d'encre, en accusant les employés de Radio-Canada d'être des gauchistes et d'être contre les valeurs, les politiques conservatrices. Est-ce que vous croyez, vous aussi, que les jupons dépassent à Radio-Canada? Non, je trouve assez régulièrement que, en tant que membre de l'opposition, je trouve qu'il y a des fois où le diffuseur n'est pas assez critique à l'égard du gouvernement, mais c'est ma perspective. Et la réalité, c'est que Radio-Canada se doit de faire sa job et d'amener différentes perspectives, mais surtout les faits de façon aussi objective que possible. Et qu'un parti politique attaque l'intégrité de journalistes, de gens dans notre diffuseur public, je trouve ça absolument inacceptable. Ça a été extrêmement choquant pour moi de voir le premier ministre. On voit depuis longtemps l'arrière-ban des conservateurs attaquer à gauche et à droite Radio-Canada, mais de le voir du premier ministre carrément, je trouve ça énormément déstabilisant, pas juste pour tous les employés de Radio-Canada, mais tous ceux qui croient que dans une démocratie, on se doit d'avoir une presse libre et indépendante. Pour moi, ça fait beaucoup plus république à banane où le gouvernement s'attaque à la presse. C'est pas ce qu'on devrait avoir. Mais c'est peut-être la première fois qu'un premier ministre s'attaque de façon aussi précise face aux radiodiffuseurs publics, mais c'est pas la première fois qu'un premier ministre s'attaque à Radio-Canada. Sous votre père, Pierre-Éliott Trudeau, il y a eu de grandes attaques de Radio-Canada par rapport à une autre idéologie, l'indépendance. Et ça a continué. Je crois que le dernier premier ministre qui n'a pas attaqué Radio-Canada, c'est Lester B. Pearson. Tous les autres les ont attaqués d'une façon ou d'une autre. Je comprends. Et je peux vous garantir, si je deviens premier ministre, si j'ai la confiance des gens de le devenir, il y aurait des moments où je vais être assez fâché contre les journalistes d'avoir reporté ceci ou cela, parce que c'est frustrant pour un gouvernement d'avoir une presse libre qui, des fois, partage
une perspective autre que la nôtre. Mais c'est sain dans une société libre. Mais c'est une chose d'être en désaccord avec une approche particulière, et c'est une autre chose de dire carrément que tous les employés à Radio-Canada ne croient pas dans nos valeurs. Et je trouve qu'il y a une différence importante dans l'approche que M. Harper a fait avec les chicanes qu'on a eues, parce que oui, il y avait beaucoup de nationalistes passionnés à Radio-Canada pendant des années très difficiles pour le Canada. Comment expliquez-vous que les plus grosses coupures, on en parle beaucoup en ce moment sous le gouvernement Harper, mais en fait, les plus grosses coupures ont été sous Jean Chrétien, un gouvernement libéral. Comment expliquez-vous ça? Bien, c'était le contexte. Pendant les années 90, on a eu à faire des choix extrêmement difficiles. Bien, le gouvernement libéral a dû faire des choix extrêmement difficiles, de couper à bien des niveaux. Et une fois qu'ils ont rétabli l'équilibre budgétaire, ils ont pu commencer à réinvestir dans Radio-Canada par la suite. Le problème, c'est que c'était nécessaire pendant ces années-là, mais maintenant, ce n'est pas nécessaire. On voit que c'est quelque chose que le gouvernement choisit de faire par idéologie, par approche que le premier ministre a souligné, de croire que Radio-Canada est là pour les ternir et pour contrer les valeurs conservatrices. Alors, c'est une question d'un téléspectateur. Pourquoi devrions-nous vous croire aujourd'hui que vous allez préserver Radio-Canada alors que vos prédécesseurs, incluant prédécesseurs libéraux, ont coupé selon le contexte? On ne sait pas ce qui nous attend là, dans l'avenir. D'abord, je suis le premier à reconnaître qu'à bien des niveaux, le Parti libéral, dans le passé, a fait des erreurs. Et c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant en 3e position à la Chambre des communes, qu'on a tellement de travail à faire pour regagner la confiance des gens. Et les gens qui essaient de m'attaquer pour ce qui s'est passé dans le passé, je dis oui, effectivement, on a fait des erreurs. Mais je sais aussi que je fais partie d'une nouvelle génération, que la relève politique veut plus de transparence, veut plus d'ouverture, plus de responsabilité. Et à ce niveau-là, je sais que les gens s'attendent et vont avoir un gouvernement qui va être à la hauteur des attentes des gens, et c'est ce que je m'engage à faire. Et selon vous, puisque vous parlez des erreurs du Parti libéral, quelle serait la plus grosse erreur du Parti libéral? De prendre les gens pour acquis. D'être trop ancré sur l'avenir du Parti libéral et pas assez sur l'avenir des Canadiens. On s'est retourné sur nous-mêmes plutôt que d'être au service de la population. Alors, parlons de gouvernance maintenant. Vous l'avez mentionné tantôt. Il y a possiblement toujours eu un problème avec le conseil d'administration de Radio-Canada-CBC parce que ça a toujours été la prérogative du premier ministre de nommer le conseil, incluant le président. On voit ce qui se passe aujourd'hui. La grande majorité des membres du conseil sont des donateurs conservateurs, pas exactement arm's length, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour préserver l'indépendance du conseil d'administration et de Radio-Canada-CBC? D'abord, de s'assurer que le choix de gens qui siégeraient au conseil d'administration sera fait selon un processus non partisan ou moins multipartisan qui sera basé sur des gens qualifiés qui ont quelque chose à offrir, qui seront au service de Radio-Canada et de la population et pas du gouvernement de l'heure. C'est ce que j'ai fait, par exemple, par rapport au Sénat, où j'ai annoncé que j'enlevais le favoritisme et la partisanerie du Sénat en disant qu'on allait nommer des sénateurs seulement selon un processus indépendant, transparent. On devrait faire ça pour le conseil d'administration de Radio-Canada aussi. Vous êtes d'accord donc avec Elizabeth May qui propose, pour toute la culture d'ailleurs, qu'il y ait comme un comité de sages, de gens extrêmement compétents dans leur domaine qui choisissent, eux, les gens qui vont siéger dans les 10 conseils d'administration? Le choix final sera toujours au premier ministre, mais il devrait choisir d'une liste qui est proposée par des gens indépendants de toutes sortes de perspectives qui vont pouvoir établir qui sera la meilleure personne, les meilleurs candidats pour ces postes. Un des problèmes par rapport à la gouvernance de CBC, c'est la fameuse adoption de la loi C-60 qui maintenant permet
que le gouvernement puisse contrôler les conditions de travail des journalistes et des réalisateurs? Est-ce que vous vous engagez à abolir cette loi, ou en tout cas les clauses concernant... Je trouve que de trop s'ingérer dans le fonctionnement d'un espace de travail, de bloquer l'accès à la grève, de venir s'attaquer aux syndicats comme le fait régulièrement ce gouvernement, c'est pas dans l'intérêt ni des travailleurs, ni de la population qui se veut bien servie par des gens comme les gens qui travaillent à Radio-Canada. Alors, pour moi, c'est une loi qui présente beaucoup de problèmes et donc, on va regarder à défaire ça. Les gens au Québec, notamment, ont beaucoup déploré le fait que le fameux costumier de Radio-Canada a été démantelé. Ça n'existera plus. Est-ce que c'est des questions qui nous sont venues aussi du public? Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui pourrait être rétabli? Bien, écoute, avec un financement adéquat pour Radio-Canada, ils n'auront pas à faire ces choix. Ils vont pouvoir revenir en arrière. Moi, quand j'ai entendu ça, je pensais au costume de Passe-Partout, de Passe-Montagne, et le fait que je suis en train de présenter maintenant ces DVD à mes enfants pour qu'une nouvelle génération découvre ça, ça fait partie de de mon enfance, de mon identité. Et cet imaginaire de toute une génération qui est liée à ça, je pense que ça a été ahurissant que ça se fasse et que le gouvernement conservateur ait permis que ça se fasse. C'est tellement un symbole puissant que s'ils avaient compris c'est quoi Radio-Canada, ils n'auraient jamais laissé ça passer. Je vous écoute parler de Passe-Partout et ça me rappelle que vous avez été quand même critiqué pour votre première publicité sur Radio-Canada. On vous accuse d'avoir une vision un peu passéiste, de parler de Radio-Canada en termes d'émissions qui n'existent plus. Est-ce que vous avez une vision un peu nostalgique de Radio-Canada dans le bon vieux temps? Au contraire. Mes enfants regardent Toc 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 régulièrement. C'est très ancré dans le présent pour ça. Mais il faut comprendre que pour un Québécois comme moi, mon identité, comment j'ai été élevé, ce qui m'a entouré, continue à avoir un impact sur qui je suis. Et je ne vais pas faire proposer d'excuses pour ça. Oui, il faut continuer, il faut aller vers l'avant, mais de comprendre d'où on vient, de comprendre cette force identitaire que nous avons, que nous partageons depuis des générations, non, je ne veux pas faire des excuses pour ça. Alors, une autre question qui préoccupe beaucoup le public, c'est la question des régions. Ça fait partie du fameux mandat original que Radio-Canada doit avoir une division extrêmement large qui s'étend aux régions. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui doit être maintenu parce que c'est justement le genre de choses qu'on risque on a envie de couper dans des moments difficiles? Bien, on a vu d'ailleurs qu'on est en train de couper dans les salles de nouvelles, dans les régions. Il y a une consolidation et une réduction d'impact. Or, ce que les gens veulent, c'est l'information locale et un peu nationale. Et de ne pas avoir cette voix locale, c'est extrêmement dangereux parce qu'on ne se connaît pas nous-mêmes et on n'est pas en train de se partager nos histoires. La diffusion locale fait partie du cœur du mandat de Radio-Canada, surtout dans un pays aussi grand que le nôtre. On a besoin de se sentir ancré dans notre chez-nous, dans nos deux langues officielles. Alors, ça fait partie, quel que soit le format, qu'on soit rendu complètement numérique ou autre, on a besoin de salles de nouvelles, de studios ancrés dans la réalité de tous les jours à travers les régions de ce pays. Et finalement, selon vous, que devrait être la part de la culture, notamment pour Radio-Canada? Parce que, pour revenir à ce que les gens disent, c'est une question d'identité, la question culturelle au Québec, donc la question de la langue. Est-ce que Radio-Canada, précisément, devrait jouer un rôle culturel accru? Ben oui, parce que pour moi, Radio-Canada représente un des éléments de base à partir duquel rayonnent toutes sortes d'autres avenues culturelles, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, que ce soit les arts visuels.
On a un milieu culturel qui célèbre et partage notre créativité sous quasiment toutes ses formes. C'est un ancrage et un moteur qui permet à énormément d'autres avenues à se développer et s'épanouir. Pour moi, c'est les francophones d'Amérique du Nord, nous les Canadiens français, surtout les Québécois, nous avons une histoire extrêmement importante à raconter. Parce que partout dans le monde, les sociétés sont aux prises avec une culture américaine largement qui vient s'immiscer dans les cultures locales, qui vient dominer beaucoup l'intérêt et la consommation culturelle à travers le monde. D'avoir un exemple comme le Québec qui arrive à ne pas être menacé par cet univers américain, qui en tire profit de sa proximité et qui partage ses histoires à lui, que ce soit à Cannes avec Mamie ou ailleurs, ça commence avec le déclin de l'Empire américain, mais bien avant, de partager nos histoires à nous qui résonnent partout à travers le monde, même si c'est nos histoires, c'est au cœur de ce que nous faisons si bien et nous devons de le faire plus et nous ne pourrions le faire si on n'avait pas un diffuseur public comme Radio-Canada. Merci, M. Trudeau, d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, c'est déjà le moment de nous quitter. Merci à vous tous de votre présence fidèle à notre antenne pour la série « Les chefs parlent de Radio-Canada ». Vous pouvez trouver tous les épisodes de la série à www.lesamis.ca. Nous comptons sur vous pour continuer d'appuyer la radiodiffusion publique au pays. Bonsoir et à bientôt.